Chapitre 16. Aldalon. La pluie qui s'était mise à tomber une vingtaine de minutes plus tôt sous la forme d'une bruine légère qui parvenait tout juste à franchir les frondaisons commençait à s'intensifier, à se condenser en une véritable averse tropicale. Les lourdes gouttes frappaient durement la canopée, traversant brutalement la voûte feuillue, comme un tir de laser traverse une armure orque légère. Elle s'abattait sur l'escouade Sapa du 57e des gardes de la jungle de Catachan, qui arrivait aux abords de l'avant-poste 4. « Ah, ça tombe dru, » fit la sergent Sapa. « Le sol va vite devenir glissant. Faites attention. » Aldalon observait le sol meuble, déjà bien humide en temps normal, qui se changeait en une boue presque liquide et se parsemait de flaques noires, où l'on s'enfonçait jusqu'aux chevilles, qui devenaient rapidement de plus en plus larges, de plus en plus profondes. « Ça permettra de masquer notre approche, » dit-il, tandis que les énormes gouttes continuaient à tomber en une douche torrentielle qui trempait tout le monde. « J'ai été sur des mondes aussi divers et variés que vous pouvez l'imaginer. J'ai connu des paysages de roches inertes et de poussière, des mondes entièrement couverts d'eau ou de volcans dans des cités flottant sur des gaz où il n'y avait même pas de planète à proprement parler. Et vous savez ce qu'on y trouvait toujours ? » « Non, quoi ? » fit Sapa. « De la pluie, répondit-il. Ou quelque chose d'approchant en tout cas. Parfois elle est constante, parfois pratiquement inexistante. Il peut s'agir de pluie acide ou de méthane à la place de l'eau, mais il y a toujours de la pluie. Il y a quelque chose qui tombe sur la planète pour la nettoyer. Autant que possible, en tout cas, dans cette galaxie. La pluie est notre allié, sergent. Nous sommes ici pour nettoyer cet endroit. » Aldalon se tourna vers Torvin, l'innocent. Cette espèce d'incapable mit le pied en plein dans une profonde flaque, et il perdit l'équilibre en essayant de se dégager, bascula vers l'avant et se rattrapa sur le tronc mince d'un jeune arbre. Il en fit trembler chacune des branches, sans compter que tout le matériel inutile qu'il traînait avec lui remua à grand fracas dans son pactage. Aldalon grogna. Certes, il pouvait être compliqué de se déplacer sous la pluie, mais visiblement c'était plus difficile pour certains que pour d'autres. Il aurait dû serrer bien plus fort la gorge de cet ahuri, il aurait dû le tuer. Combien de temps leur restait-il avant que cet abruti attire l'attention sur eux ? Avec n'importe quel ennemi autre que les orques, il les aurait probablement déjà fait repérer. Au nom de l'empereur Dieu, pourquoi est-ce que le reste de l'Astra Militarum était aussi mal formé dans tous les domaines, à l'exception du remplissage de paperasse ? Par quel miracle est-ce que l'Imperium avait pu résister aux attaques incessantes de ses ennemis s'il était défendu par des hommes comme le soldat Torvin ? En vérité, Aldalon savait ce qu'il en était. C'était parce qu'il y avait les hommes et les femmes de Cadia, des hommes et des femmes d'Armageddon et de Krieg et d'Elysia, des hommes et des femmes comme lui, de Catachan. Eux savaient défendre l'Imperium, tandis que tous les soldats torvins, les majors généraux Nilom et les gouverneurs Misom échouaient lamentablement. Aldalon ne tarda pas à stopper l'escouade une nouvelle fois. Il sortit la petite tablette de données qu'il utilisait sur le terrain. En plus des quelques éléments d'uniforme qu'il portait, son pantalon et son plastron flaque, il ne possédait que 4 objets qui lui avaient été officiellement fournis par le Departamento Munitorum. Son micro-vox de gorge, son pistolet à plasma et son gantelet énergétique, ainsi que sa tablette de données. La tablette contenait le briefing de ses missions, des cartes et des rapports d'information, et elle était en liaison constante avec le quartier général lorsqu'il allait sur le terrain, ou en tout cas, elle était supposée l'être. Il savait que le champ magnétique de la planète était censément responsable des problèmes chroniques de communication. Il ne doutait pas qu'il serait invoqué pour expliquer le fait qu'il n'avait rien pu transmettre à Karou, mais la vérité, c'était que la connectivité de la machine ne fonctionnait presque jamais, sur aucune planète, indépendamment des interférences magnétiques. Il consulta l'heure. 10 minutes standard avant le moment où il avait ordonné au lieutenant Trast et à l'escouade de Dram de lancer le raid. Il fallait qu'ils se synchronisent.
Si jamais ils étaient découverts et que les orques ripostaient, il valait mieux qu'ils affrontent les Xénos sur 2 fronts à la fois. Trast et Dram vont se poster sur le côté est du périmètre, dit Aldalon à la sergent Sapa. Il y a une petite brèche dans l'enceinte de ce côté-là. Une attaque a été menée sur le flanc. Sapa hocha la tête. L'innocent a confirmé votre théorie quand je l'ai interrogé à ce sujet. Il y avait un deuxième groupe d'orques, plus restreint, qui a attaqué en venant de l'est. Il a aussi dit avoir vu un orque parmi les arbres. Un orque, en camouflage. Aldalon savait que personne au quartier général n'avait cru Torvin, mais même s'il était issu d'un régiment pitoyablement mal entraîné, le colonel ne comptait pas rejeter ses remarques sans la moindre forme de procès. Tout semblait indiquer que les orques avaient procédé à une frappe ciblée, discrète, pour arriver à percer sur une position lourdement défendue qui était déjà occupée par une charge massive sur un autre front. D'après les renseignements dont nous disposons, il semblerait qu'une partie au moins de ces orques sont les mêmes que nous avons déjà affrontés, dit Aldalon. Sur Karst, Aldalon prit une profonde inspiration avant de répondre. Ouais, sur Karst. Vous pensez que c'est eux, n'est-ce pas? Les orques qui ont tué Brandt. Aldalon ne répondit rien. Il avait été juste à côté de Brandt au moment de l'attaque sur Karst, une embuscade menée par des orques que même lui n'avait pas vue. L'un d'entre eux avait sauté sur Brandt pour lui trancher la gorge avant qu'il ait le temps de réagir. Un orque en camouflage. Un orque qui s'était ensuite volatilisé dans le tumulte de la bataille mais dont il se souvenait bien. Un orque avec un œil rouge et un œil vert. Les orques fantômes, dit Sapa. Apparemment, c'est comme ça que les appellent les autres régiments de la garde. Ça sera des fantômes quand nous en aurons fini avec eux, répondit Aldalon. Davy et Whirler ne tardèrent pas à revenir, confirmant que les pylônes alumènes à la périphérie de l'avant-poste 4 étaient allumés, projetant une vive lueur sur l'ensemble de la clairière autour du bâtiment. Le champ de mine, les fils pièges et les postes d'artillerie défensive étaient tous baignés d'une lumière éclatante. Impossible pour un ennemi en approche de franchir la lisière des arbres sans être quasiment sûr de se faire repérer. L'éclairage dépendait très certainement d'un système de minuterie centralisé qui l'allumait au crépuscule pour l'éteindre à l'aube. Aldalon doutait que les orques auraient eu l'idée de l'actionner si son fonctionnement avait été manuel. Comme ça, au moins, leur premier objectif était clair. Il fallait qu'ils trouvent et qu'ils coupent l'alimentation de l'avant-poste. Aldalon se pencha sur sa tablette de données, faisant apparaître à l'écran les plans qui lui avaient été fournis par le gouvernement planétaire. Loin d'être récent, il datait de l'époque de la construction de l'avant-poste, presque un siècle auparavant. Plus qu'à espérer qu'ils étaient encore à jour. D'après les plans, il y avait un transformateur au nord de l'avant-poste, mais il était dissimulé derrière le mur d'enceinte. Il repéra tout de même un élément utile, la ligne pointillée représentant la ligne électrique souterraine qui alimentait le bâtiment. Orientée vers le nord-est, elle aurait été impossible à trouver sans les plans. Aldalon activa son micro de gorge. « Trast, vous me recevez ?» Il ne reçut en réponse qu'un crépitement de friture. Aldalon se tourna vers la soldate Grast, l'opératrice Vox de l'escouade Sapa, qui attendait à quelque distance. Il se tapota la tête pour lui faire signe de le rejoindre. « Est-ce que vous pouvez contacter le lieutenant Trast ?» demanda Aldalon à voix basse. Grast enfila son casque, vérifia le canal, puis appuya sur le bouton de transmission sur le côté de l'appareil. « Escouade Drame, dit-elle d'une voix basse mais claire. Ici l'escouade Sapa. Est-ce que vous me recevez ? Terminé. » Aldalon attendit, mais il voyait bien à l'expression de Grast qu'elle n'avait pas reçu de réponse. De plus, il entendait aussi les crépitements confus qui émergeaient de son casque. « Escouade Drame, ici l'escouade Sapa. Est-ce que vous me recevez ? Terminé. » Grast attendit encore un instant avant de se tourner vers Aldalon, secouant la tête. « Désolé, monsieur, rien du tout. »« Bien, fit Aldalon. Reprenez. » La soldate hocha la tête avant de regagner sa position. Aldalon savait que le lieutenant Trast n'essaierait pas de lancer une incursion pour désactiver les systèmes de défense de l'avant-poste ou récupérer des explosifs sur le champ de mine,
tant que la zone était éclairée comme en plein jour par les pylônes à lumens. Il allait devoir emmener l'escouade Sappa vers le nord de l'avant-poste pour couper le courant. Ça n'avait rien d'exceptionnel comme situation, mais à ce moment-là, les orques seraient informés de leur présence. Aldalon savait qu'il avait probablement déjà gâché l'effet de surprise en attaquant les orques sans réfléchir. Hors de question qu'il cède à nouveau à sa colère. Il était censé être plus discipliné que ça. Quoi qu'il en soit, ils allaient probablement annoncer leur intention d'attaquer en coupant l'électricité de l'avant-poste, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Aldalon fit venir la sergent Sappa et lui montra les plans de l'avant-poste. Nous allons contourner par le nord pour aller couper cette ligne électrique. Divisez votre escouade en deux. Je veux des lignes de défense ici, choisissez qui vous voulez pour aller mettre à jour la ligne électrique souterraine. Sappa leva les yeux vers lui. Vous avez votre pelle, monsieur ? Aldalon fronça les sourcils. Quoi ? Fit-elle. C'est une blague. Elle s'éloigna pour préparer son escouade. Aldalon la regarda s'en aller en grognant. Quand est-ce qu'il avait élevé quelqu'un qui faisait des blagues ? Du côté nord de l'avant-poste, la jungle était moins touffue qu'à la lisière ouest. Aldalon observait la sergent Sappa qui répartit son escouade en double file, veillant à laisser une certaine distance entre les soldats afin qu'il soit plus difficile à repérer entre les arbres qu'un peloton plus regroupé. Il n'avait pas eu besoin de lui demander de le faire. Elle était bien entraînée. Bien sûr qu'elle l'était. Il y avait veillé. Hors de question que sa fille soit autre chose que la mieux entraînée des gardes de la jungle. Elle avait pris le nom de sa mère pour éviter d'être comparée à lui, et ça ne le dérangeait pas, car il était bien au fait des accusations de favoritisme venant de ceux qui connaissaient leur lien de parenté. On ne gagnait rien à être le rejeton du grand colonel Haskell Point de l'Enfer Aldalon, et ça n'était certainement pas un raccourci pour gagner plus facilement le prestige venant avec le grade. À vrai dire, il était même plus dur avec ses enfants qu'avec tous les autres soldats de Catachan. Il leur infligeait un entraînement plus dur, il les poussait plus loin. Il pensait que c'était ça, l'avantage qu'il leur donnait. La meilleure préparation à la vie de guerre qui les attendait. Visiblement, ça n'avait pas été le cas pour Brandt. Il n'avait pas été à la hauteur pour lui. Aldalon alla se placer en fin de colonne, se contraignant à ne pas prendre la tête. Liarna avait demandé à ce qu'elle et son escouade puissent engranger l'expérience au combat dont elle pensait qu'ils avaient besoin, et ils ne pouvaient pas le lui refuser. Elle avait raison. Elle était effectivement fraîchement promue comme commandante d'une toute nouvelle escouade. Plusieurs d'entre eux étaient des vétérans du 57e. Il fallait qu'elle gagne leur respect. Et même si cette escouade comportait des soldats aguerris, aucun d'entre eux n'avait jamais travaillé avec les autres par le passé. Elle avait bien raison de vouloir prendre le contrôle. Il fallait bien qu'elle s'établisse en tant que chef, et son escouade avait besoin de gagner en cohésion. Aldalon resta donc tout à l'arrière pour la laisser prendre la tête. En plus, ce faisant, il pouvait surveiller ce foutu innocent maudit de l'empereur juste devant lui, et faire en sorte qu'il ne gâche pas complètement leur mission. De là où il était à l'arrière, Aldalon vit le signal de halte transmis d'un soldat à l'autre. Il s'arrêta, s'agenouilla et tira automatiquement son pistolet à plasma du holster qu'il portait à la ceinture. Un autre signal descendit ensuite tout au long de la file, le signal de tendre l'oreille. Ne faites pas un bruit, écoutez, quelqu'un dans l'escouade a entendu quelque chose. Il ne fallut à Aldalon qu'un instant pour l'entendre lui aussi. Des foulées balourdes et des voix d'orques. Ils étaient tombés sur une patrouille de peau verte. Quoiqu'il eût été probablement plus exact de dire que c'étaient les peaux vertes qui leur étaient tombées dessus. D'après le bruit de leurs pas, le nombre et le volume des voix, ils étaient plus nombreux que les deux orques qu'avait croisés Aldalon auparavant. C'était difficile à dire, mais il estima leur nombre à 10 au moins. Peut-être qu'ils avaient appris une leçon. Peut-être qu'ils avaient compris qu'il y avait des forces ennemies dans les parages et qu'ils augmentaient leurs effectifs en conséquence. L'ordre de Sappa, transmis par geste de la main, passa de soldat en soldat. « Baissez-vous. À couvert. » Elle voulait qu'ils se cachent des orques, qu'ils laissent passer la patrouille. Ils allaient rester dissimulés au moins jusqu'à ce qu'ils aient réussi à couper l'alimentation. Un bon choix. C'est ce qu'aurait fait Aldalon.
C'est tout de moins ce qu'il aurait fait s'il ne se laissait pas submerger par la colère. Les catachans disparurent entièrement, se mettant à couvert parmi la végétation qui les entourait. Même si la jungle à cet endroit était plus clairsemée, elle était encore largement assez touffue pour qu'ils s'y fondent. Il leur fallut moins d'une minute pour se rendre complètement invisibles. Invisibles et silencieux. La capacité des catachans à se volatiliser était presque surnaturelle. C'était pratiquement comme s'ils devenaient une partie de la jungle, comme s'ils devenaient des trous noirs entre les lianes et les feuilles, qui aspiraient vers eux tout ce qui les entourait pour y disparaître. Ils étaient tous des trous noirs. Sauf le soldat Torvin qui, Aldalon le voyait bien, essayait de se cacher, mais qui restait tout aussi éclatant qu'une supernova. Aldalon voyait son casque, absolument pas camouflé, qui dépassait au-dessus de la fougère derrière laquelle il s'était caché. Au son de leurs voix et de leur lourde foulée aussi brutale que des bulldozers, il était clair que les orques se rapprochaient. Est-ce qu'ils allaient voir Torvin à moitié caché dans la végétation vert sombre? Probablement pas. Mais Aldalon ne pouvait tolérer un tel manque de discipline en sa présence. Il sortit son cliqueur de poche de son pantalon et pressa du pouce la petite languette sur le métal. L'appareil émit un cliquetis, mais Torvin ne bougea pas. Il recommença, produisant 2 clics rapides. Cet abruti d'innocent ne se tournait toujours pas vers lui. « Torvin !» fit Aldalon d'une voix basse et sifflante en direction du soldat Torvin. Torvin se décida enfin à tourner la tête. Aldalon lui fit signe de se baisser. Il était clair que le signe a priori clair qu'il lui avait envoyé n'était en fait pas clair, car l'idiot d'innocent damné de l'empereur se leva. Il se leva, comme s'il pensait qu'Aldalon l'appelait à lui. Le colonel faillit bondir pour lui ordonner de se rebaisser ou l'assommer d'un coup efficace de son gantelet énergétique sur le dessus du crâne. Il réussit toutefois à se contenir, et se borna à continuer ses gestes frénétiques. « À terre !» siffla-t-il encore. Les orques étaient presque à leur hauteur, et il savait qu'il ne parlait pas assez fort pour se faire entendre. L'autre idiot finit par comprendre la signification de ses gestes, à moins qu'il ne réussisse à lire sur les lèvres, car il comprit brusquement ce qu'il avait fait. Dans sa hâte de regagner sa cachette, il fit un pas en arrière, trébucha sur quelque chose parmi les broussailles, et perdit l'équilibre, un pied coincé sous lui, attiré au sol par le poids de tout le matériel inutile qu'il avait sur le dos. Il s'écroula. Avec tout ce raffut, Aldalon ferma les yeux et envoya une prière muette à l'empereur Dieu, souhaitant que les orques n'aient rien entendu. « Hé, c'était quoi ce de bordel? Oh, je sais pas. Eh bah dans ce cas, va voir, espèce de crétin. » Les orques étaient en vue. Aldalon en dénombra rapidement 13. Ils n'avaient pas de camouflage, mais portaient la livrée bleue des Death Skulls. L'un d'entre eux avait tout le front peint en bleu, portant une armure décorée du motif à damier qu'affectionnaient les peaux vertes, se détacha du groupe pour venir vers Torvin. L'innocent semblait enfin avoir trouvé une cachette, à moins qu'il ne soit juste tombé dedans. Aldalon vit l'orque se rapprocher de là où il était. Il semblait être en train de humer l'air comme un animal sur la piste de sa proie, ce qui, d'ailleurs, était tout à fait le cas. Le peau verte s'approcha encore de là où était Torvin, et son regard se posa sur l'endroit précis où il était caché. « À découvert! Assaut général !» Le cri était venu de la sergent Sapa. Voyant que l'orque était sur le point de découvrir Torvin, elle considérait visiblement que l'escouade était compromise. « Des hommes !» s'exclamèrent les orques. Torvin se mit à tirer, c'était déjà ça. Toujours caché derrière sa fougère, il se pencha sur le côté pour envoyer une volée de tirs de laser sur l'orque qui avait failli le débusquer. Le premier coup le manqua de loin et partit faire éclater le tronc d'un petit arbre. Mais le deuxième toucha l'orque à la jambe. Ça n'était pas suffisant pour le tuer, mais le peau verte s'effondra alors qu'il essaya de dégainer l'énorme pistolet pendu à sa ceinture. Aldalon, juste à côté, s'élança. L'orque peinturluré de bleu se tourna vers lui en le voyant jaillir de sa cachette en une charge furieuse. Ses yeux s'écarquillèrent quand il aperçut le gantelet énergétique qui lui fonçait droit dessus. Aldalon frappa de toutes ses forces, et la face bleue de l'orque devint écarlate d'un seul coup quand toute la partie avant de son crâne céda dans une grande gerbe de sang rouge vif
qui n'était pas sans rappeler un feu d'artifice. Un silence de mort s'installa l'espace d'une fraction de seconde. C'était toujours la même chose. Un tir qui partait, puis un garde qui s'écroulait ou un xéno qui répandit ses entrailles sur un champ de bataille ou un autre, et ensuite venait un moment presque paisible, comme si l'univers marquait une pause, prenant une profonde inspiration pour se préparer à la violence qui s'apprêtait à déferler. Cette fraction de seconde passa comme un puissant souffle, et puis le carnage éclata. Le crépitement des carabines laser des catachans se fit entendre, différant légèrement des détonations du fusil laser plus standard de Torvin, moins bruyantes car elles étaient plus petites et moins puissantes. Le tonnerre des armes à feu orques retentit en réponse. L'arsenal des orques produisait un concert nettement moins uniforme. Chacun des tirs éclatait, résonnait et détonnait à sa manière. Mais ils avaient cependant un point commun. Ils étaient plus bruyants que nécessaire. Wouah! Ce cri de guerre qu'Aldalon commençait à bien connaître après toutes ces années passées à affronter les peaux vertes sur le champ de bataille, s'éleva puissamment dans l'air au moment où les orques, frustrés par la fusillade à si courte portée, commençaient à charger pour se lancer dans ce qu'ils préféraient, le combat direct au corps à corps. C'est là que la nature leur donnait l'avantage, et Aldalon savait que dans le contexte de la jungle, où tant de perspectives de tir étaient bouchées, les catachans ne pourraient pas éviter la mêlée. Il fallait qu'ils se débrouillent pour réduire le plus possible les effectifs des orques tant qu'ils avaient encore un minimum d'écart. Les peaux vertes avaient lâché leurs fusils et leurs pistolets dans leur charge rageuse, préférant sortir leurs épées grossières et leurs haches. Les catachans savaient se montrer mortels quand ils maniaient leurs poignards, mais face à des adversaires aussi puissants que les peaux vertes, et sans pouvoir compter sur l'élément de surprise qui faisait si souvent partie de leur tactique, ils étaient quand même en situation de désavantage. Aldalon vit du coin de l'œil que le reste de l'escouade sappa, fermait les rangs, tout en reculant vers lui et Torvin. « Abattez-les » lança-t-il. Les catachans continuèrent à faire pleuvoir les tirs de laser sur les orques, et quand ces derniers se rapprochèrent suffisamment, les gardes de la jungle équipés de lance-flammes légers projetèrent des cônes de prométhium surchauffés qui firent fondre leur chair verte sur leurs os. Les catachans firent de leur mieux pour abattre un maximum d'orques avant le moment fatidique où ils seraient contraints de dégainer leurs poignards. Les catachans se déplaçaient tout en tirant, resserrant leurs rangs, et avant que les xénos les atteignent, ils en avaient éliminé 4 de plus. Il restait donc 8 orques contre les 10 catachans. Voilà qui était mieux. Le gantelet énergétique d'Aldalon se chargeait en crépitant d'électricité, et il sentit monter en lui le frisson de la bataille imminente. Quand les orques leur fondirent dessus, l'acier catachant se mit à lancer des éclairs dans la pénombre. Les gardes de la jungle se battaient par groupes de 2 ou 3, appliquant la procédure standard pour affronter les orques plus puissants. Un catachan effectuait une attaque frontale avant d'enchaîner par une stratégie de défense, tandis que le deuxième, voire le troisième, l'assaillait par le côté ou profitait de ce que le peau verte laissait une ouverture dans sa garde pour le frapper. Aldalon remarqua au passage que l'innocent était toujours planqué derrière sa fougère. Tant mieux. De toute façon, Aldalon ne voulait pas qu'ils viennent se fourrer dans leurs pattes, et il ne voulait pas non plus avoir à se soucier de la sécurité de ce crétin. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'ajouter les vies de quelques orques à sa collection grandissante. Une brume rouge descendit en travers du champ de vision d'Aldalon. Les orques étaient forts, sans aucun doute plus forts que les humains, mais les catachans n'avaient pas volé leur réputation. Aucun d'entre eux ne reculait. Ils esquivaient, paraient les coups, et frappaient de leurs poignards sans cesser de se couvrir les uns les autres, combattant en équipe. Aldalon, pour sa part, disposait d'un avantage qui lui conférait plus de force que n'importe lequel des orques. Son gantelet énergétique chargé était à même de désintégrer leur chair et de pulvériser leurs os sans la moindre difficulté. Il cogna tellement fort sur le premier des xénos qui l'attaqua qu'il le décapita d'un seul impact porté sur le côté du cou. Le soldat Sétarn, juste à côté d'Aldalon, lâcha un cri perçant quand la hache d'un orque lui ouvrit l'abdomen. Il serra désespérément les mains sur le sang et les entrailles qui en jaillissaient, mais Aldalon avait vu du premier coup d'œil qu'il était déjà condamné. D'autant plus que la hache revint immédiatement, se ficher dans son cou, achevant le travail. Aldalon se sentit bouillonner d'un regain de hargne. Voilà au moins un catachant de mort. Il devrait n'y en avoir eu aucun.
Il regarda autour de lui, cherchant sa prochaine cible. Il vit en se retournant que l'un des orques les plus massifs chargeait sur Sapa. Bizarrement, elle était à l'écart du groupe des Catachans, séparée des autres qui pouvaient l'aider. Elle fit une feinte sur le côté, frappant au passage l'orque trop zélé qui lui passait devant, emporté par son élan. Son poignard Catachant, aussi affûté qu'un rasoir, entailla la chair sur le côté du cou de l'orque, sans toutefois y pénétrer assez profondément pour causer une blessure mortelle, encore moins pour un Xénos aussi résistant. L'orque pivota sur lui-même et lança un grand coup de hache. Sapa réagit assez rapidement pour esquiver la lame, mais le manche et le poing fermé de son adversaire la frappèrent à l'épaule et elle bascula à la renverse. L'orque se remit en position pour donner un dernier coup. Le coup de grâce. La brume rouge de la bataille se dissipa d'un seul coup, et Aldalon s'élança à toutes jambes vers sa fille. Même dans la pénombre, la hache de l'orque parut scintiller tandis qu'elle s'élevait au-dessus de la tête du Pauverte, et même si le Xéno semblait se mouvoir au ralenti, tandis que l'adrénaline se répandit dans les veines d'Aldalon, lui-même avait l'impression d'être englué dans une épaisse résine. La hache s'abattit dans un bruit sourd avant qu'Aldalon puisse atteindre l'orque. Il écrasa son gantelet énergétique contre la tempe de la créature qui s'effondra sur le côté. Baissant les yeux sur la hache juste devant lui, alors qu'il s'attendait à la voir fichée dans le crâne de son unique fille, le dernier enfant qui lui restait, il vit qu'elle n'était plantée que dans la boue de la jungle. Sapa s'était dégagé d'une roulade sur le côté et relevé d'un mouvement fluide, son poignard Catachant était enfoncé dans le ventre de l'orque. Elle le fusilla du regard. Il savait que les éclairs jaillissant de ses pupilles trahissaient la déception et la colère d'une fille envers son père, non pas d'une fureur guerrière ni un ressentiment envers son officier supérieur. « Qu'est-ce que tu fous ? Je le gérais. Tu t'occupes pas de sauver les autres soldats, alors t'occupes pas de moi. Concentrez-vous sur la bataille, sergent. Et t'as jamais protégé Brandt comme ça. » Aldalon pivota brusquement vers elle. « Et regarde ce qui lui est arrivé, Léarna. » Elle se calma. « On est Catachans, dit-elle. Mourir au combat, c'est notre destinée. » Aldalon serra les dents, furieux envers lui-même pour ce défaut de professionnalisme. « J'ai dit, concentrez-vous sur la bataille, sergent. » Elle se détourna et se hâta d'aller porter assistance à 2 Catachans engagés dans un affrontement avec un orque. Aldalon la regarda partir. Elle avait raison. Les gardes de la jungle de Catachan ne connaissaient pas la retraite. Ils se battaient pour l'Imperium aussi longtemps que l'empereur les en jugeait dignes, suite à quoi il lui offrait le sacrifice ultime. Aldalon le savait depuis toujours. Il le savait déjà lorsque Brandt et puis Léarna avaient été sélectionnés pour appartenir à l'élite de Catachan. À l'époque, ça ne l'avait pas gêné. À vrai dire, il s'était senti honoré de savoir que ses 2 enfants pourraient perpétuer son fier héritage au nom de Catachan. Alors pourquoi est-ce que ça lui posait un problème maintenant? Est-ce qu'il avait perdu de sa résolution? Il ne voyait pas la mort de Brandt comme le sacrifice ultime pour l'empereur-dieu de l'humanité. Aldalon avait plutôt l'impression qu'il avait lui-même fait le sacrifice ultime. Il avait perdu une partie de lui-même. Il aurait tout aussi bien pu être mort, et pourtant, il était toujours là, combattant pour l'Imperium. Pratiquement un mort-vivant à l'exception d'une petite étincelle de vie qui lui restait. Et cette étincelle de vie était là, avec lui, en ce jour, en ce combat, courant le même grave danger qu'avait connu Brandt. Les paroles de l'innocent lui revinrent en mémoire. Quel est le but de se battre, si on ne se bat pas pour ce qu'on aime? Aldalon grommela à mi-voix, dégoûté par cette idée. L'amour. Pas de place pour l'amour chez un garde de la jungle de Catachan.